Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans votre magazine 1, 2, 3 Santé, eh bien, nous parlerons de la maladie d'Alzheimer. Alors, on estime à peu près à entre 5 000 et 6 000 patients. Et avec ces personnes, eh bien, nous avons aussi bon nombre de familles eh bien, qui vivent des situations difficiles. Situations très, très bien expliquées, notamment dans une chanson d'un artiste bien connu chez nous. Il s'agit de Missié Sadiq. Cette chanson a été dédiée à sa grand-mère. Alors aujourd'hui, pour une meilleure compréhension de cette maladie, nous en parlons dans 1, 2, 3 Santé. Bonjour, docteur Periana. Bonjour, Yemina. Alors effectivement, Alzheimer, c'est une maladie, un mot qui résonne en nous. C'est d'abord la maladie de la mémoire. C'est une maladie difficile à accepter, maladie qui fait peur et qui modifie tous les rapports dans la famille. C'est d'abord la maladie d'une personne souvent âgée, mais qui va impacter la vie de toute la famille, mais particulièrement celle des aidants. Alors pour démarrer, eh bien, je vous propose de prendre connaissance eh bien, de la question du jour. C'est parti. Est-ce que l'un moun, un grand moun qui a un billet, un lobitin, est-ce que c'est Alzheimer qui a fait un billet? Alors, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout, puisque des éléments concrets de réponse interviendront tout au long de l'émission. Alors, une des personnes qui pourront répondre, bien entendu, à cette question, eh bien, il s'agit du docteur Rinaldo Leila. Bonjour. Bonjour Yemina. Bonjour, docteur. Bienvenue avec nous. Vous êtes donc gériatre au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Alors, pour commencer, juste une précision. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une estimation précise du nombre de patients qui ont la maladie. Pourquoi ? Alors, premièrement, parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques réelles sur notre territoire. Ce n'est pas comme à d'où le Bordeaux. 6 000, voilà. D'où le 6 000, 7 000. À Bordeaux, c'est une étude qui a estimé le nombre de patients de plus de 65 ans. C'est l'étude PACWID, mais même sur le plan national, où on estime environ 900 000 patients atteints actuellement de maladie d'Alzheimer, ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts, parce qu'on sait qu'un patient sur deux, malheureusement, ne consulte pas. On parle de plus de 37 millions dans le monde. Pourquoi cette flambée de la maladie dont on parle depuis pas très longtemps? Tout à fait. Donc on parle de flambée, voire d'épidémie, parce que c'est une maladie qui est liée à l'âge. C'est le premier facteur. Donc avec l'augmentation en âge, on a de plus en plus de personnes qui risquent de déclencher une maladie d'Alzheimer. Alors, vous parlez d'augmentation en âge, mais la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie liée spécialement aux personnes âgées. Exactement, puisque c'est une maladie. Donc c'est vrai, il y a des patients qui sont atteints jeunes, c'est-à-dire avant l'âge de 65 ans, mais la majeure partie des cas des personnes qui commencent une maladie d'Alzheimer la commencent à 65 ans. Alors, quels sont les facteurs de risque justement d'être un jour atteint de la maladie? Oui, donc vous avez bien dit facteurs de risque et pas cause, parce qu'on ne connaît pas les causes. Les facteurs de risque, ils sont nombreux, puisque c'est une maladie qui est complexe. Le premier qui est connu, identifié et sûr, c'est l'âge, l'augmentation en âge. Le deuxième, le sexe féminin. Et ça fait souvent sourire. C'est seulement parce qu'avec l'augmentation en âge, il y a plus de femmes. Il y a un facteur génétique qui est certes nécessaire, mais pas indispensable, puisque la part génétique est très faible dans les cas de maladies d'Alzheimer qui surviennent chez les patients âgés. On a vu que chez les patients plus jeunes, par contre, c'était souvent des maladies génétiques. Et ensuite, il y a tout le groupe des facteurs que l'on dit des facteurs de risque modifiables. Et là, on parle des facteurs de risque cardiovasculaires, l'environnement, la survenue des maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, surtout quand elles ne sont pas traitées, et tous les facteurs que l'on peut, sur lesquels on peut agir, comme l'activité physique. Donc, c'est dans l'autre sens, du coup, le manque d'activité physique et le niveau bas, par exemple, d'éducation. Il y a beaucoup de pistes aussi sur la survenue de certaines bactéries aussi. Alors, comment on peut identifier cette maladie? Quels sont les signes? Les signes commencent par souvent des signes de mémoire. Donc atteinte de la mémoire, puisque c'est une maladie neurodégénérative. Et les premiers neurones atteints sont les neurones qui gèrent la mémoire, et en particulier la mémoire récente, la mémoire épisodique. Donc c'est quelqu'un qui va commencer par avoir des troubles de la mémoire récente. Donc elle va faire quelque chose tout de suite et elle va l'oublier, c'est ça? Exact. À ne pas confondre avec les oublis, puisque nous avons tous des oublis et ça fait aussi partie du vieillissement normal. Alors, on a parlé des signes, mais il semblerait que le diagnostic soit très compliqué à mettre en place. Le diagnostic est compliqué parce que très souvent,
on méconnaît ces signes de mémoire. On pense qu'il s'agit de vieillissement normal, de fatigue, de stress. Il y a aussi le fait qu'on pense qu'avoir des troubles de mémoire, c'est normal pour une personne âgée. Et ensuite, c'est vrai, on les cache. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de voir comment se passe, comment va être mis en place ce diagnostic avec la consultation mémoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, c'est parti pour le reportage d'aujourd'hui. Madame Maxwell. Une consultation mémoire est destinée aux personnes qui éprouvent le sentiment d'être en difficulté face à leurs activités quotidiennes. La demande peut émaner de la personne elle-même ou de sa famille lorsqu'elle note des changements de communication, de compréhension, d'attention et de concentration. Écoutons Sandrine Belson, neuropsychologue. Alors maintenant, je vais vous faire passer quelques tests pour voir un peu comment ça va au niveau de vos différentes fonctions intellectuelles. D'accord? Consultation mémoire, c'est un aspect où les patients seront vus de manière pluridisciplinaire. En premier lieu par un médecin spécialiste qui peut être neurologue, gériatre ou psychiatre, qui va accueillir le patient et le voir sur le plan médical et qui aussi posera le diagnostic. Mais il y aura aussi des examens complémentaires, à savoir l'évaluation pour l'imagerie cérébrale qui peut être une IRM ou un scanner, un examen biologique et une évaluation neuropsychologique qui aidera essentiellement à poser le diagnostic. Les patients ils sont adressés par le médecin traitant qui va nous adresser la demande parce qu'en premier lieu, le patient il va venir vers son médecin traitant face au trouble ou amené par un proche parce qu'il peut ne pas être conscient de ses difficultés et nous ferons la part des choses en voyant si ce sont des patients qui relèvent plus de la neurologie, donc des patients de moins de 70 ans et des patients plus de la gériatrie, donc des patients de plus de 70 ans. Quand vous voyez ça qui marque là, elle est faite là. Est-ce que vous pouvez faire bon moi? Ok. Est-ce que c'est même bite là, ça qui en est là, et ça vous fait en bas? Alors oui, madame, je vois quand votre maman, elle a écrit qu'il y a un tremblement. Est-ce que vous aviez déjà remarqué ces tremblements chez votre maman? Oui, effectivement, depuis quelque temps, elle avait des tremblements. D'accord. Elle a aussi une perte de la mémoire, donc c'est pour ça qu'on a pris ce rendez-vous-là. D'accord. À la maison, elle cuisine, mais elle oublie souvent d'éteindre le feu. D'accord. Donc on s'inquiète, elle a des absences, elle oublie quel jour nous sommes. Donc voilà, c'est le but de ma démarche aujourd'hui. Vers vous, pour pouvoir trouver une solution pour elle. D'accord. Madame Maxwell, vous entendez un peu ce que votre fille dit? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, oui, excusez-moi. Alors, quand on dit bon, sa fille a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'elle dit par rapport à la mémoire? Ah, la mémoire flanche de temps en temps, mais que voulez-vous, en janvier? D'accord. Alors, que recherche-t-on quand on reçoit un patient où il y a une suspicion de maladie d'Alzheimer? C'est vraiment une atteinte globale des fonctions intellectuelles. Donc, c'est sûr qu'il y a la mémoire qui sera touchée au centre, mais c'est vraiment l'ensemble des fonctions cognitives, intellectuelles qui sont atteintes. Et aussi, c'est un trouble qui n'est pas ponctuel, qui n'arrive pas brutalement, c'est quelque chose qui s'installe progressivement dans le temps, de l'ordre de quelques mois, avec un retentissement suffisamment significatif pour qu'il y ait un retentissement dans les activités de la vie quotidienne, mais également peut-être aussi au niveau de l'autonomie. Alors, comme je vous disais qu'il y avait la mémoire qui était touchée, mais il n'y a pas, c'est pas n'importe quel type de mémoire, c'est vraiment la mémoire des faits récents, où le patient il aura du mal à apprendre de nouvelles informations. Par exemple, il aura du mal à connaître la date du jour, il oubliera ses rendez-vous, il oubliera la prise de ses médicaments, il peut oublier le repas sur le feu ou une information qui lui sera dite. Mais au-delà de ce trouble de mémoire, nous devons aussi rechercher d'autres troubles des fonctions intellectuelles, notamment au niveau du langage, des patients qui auront peut-être du mal à retrouver les mots dans le langage spontané, des patients qui ont du mal à refaire les gestes de la vie quotidienne, qui n'arrivent plus à connaître le nom des objets, ou encore bien d'autres fonctions intellectuelles comme aussi le raisonnement, par exemple. Alors, je vais vous faire calculer un peu. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 50 moins 4? Oh, pas juste fait en l'eau l'école, hein, pour... Vous pouvez répondre si vous D'accord. Ok. Donc, nous allons essayer de faire différemment. Si on a dit qu'on a 50 € et on a acheté, on a coûté 4 €. Combien est-ce qu'il y a? En kilomètre, vous monnaie là? Mais combien de monnaie?
Ce qui est primordial lors des consultations mémoire, c'est vraiment prendre le temps de l'entretien clinique. Parce que cet entretien va permettre déjà d'une part de mettre le patient en confiance, de le rassurer, de prendre le temps de comprendre aussi qui il est et de permettre de vraiment l'appréhender vraiment dans sa globalité. Donc ce qui permet vraiment d'avoir cette relation qui est apaisante pour le patient et qui va permettre par la suite de passer dans des manières plus, on va dire, plus adéquates les différents examens et notamment les différents tests qui peuvent être anxiogènes pour les patients. Des fois, ils ont l'impression de passer le certificat d'études ou être encore à l'école, mais c'est vraiment les mettre en situation pour qu'ils puissent vraiment comprendre que c'est vraiment dans l'aide au diagnostic, que c'est vraiment un examen médical et qu'ils ne sont pas là pour être jugés, ni qu'on attende en fait des résultats de performance. C'est vraiment pour aider au mieux au niveau du diagnostic. Alors, cette consultation mémoire, docteur Rinaldo, c'est celle qui permet d'établir le diagnostic, on l'a dit de manière formelle. Maladie de la mémoire, est-ce qu'il n'y a que la mémoire qui est affectée finalement par cette maladie ou pas? Non. C'est vrai qu'on parle de maladie de mémoire, mais la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées atteignent l'ensemble des fonctions cognitives, donc des fonctions supérieures. Et là, on parle de langage, d'orientation dans le temps, dans l'espace, de compréhension, de lecture, de vision de choses dans l'espace. Et le but de cette consultation, c'est d'évaluer l'ensemble de ces fonctions le plus fidèlement possible. Alors j'imagine que ça ne doit pas être simple pour les familles de justement, puisqu'on parle de la mémoire, donc ils ne se reconnaissent plus. Je crois que c'est ça qui est un petit peu le plus complexe. Quand ils ne reconnaissent plus leurs enfants, ils se perdent dans leur maison. Alors c'est toujours l'image que l'on a et c'est pour ça que c'est important d'en parler pour pouvoir aussi dédramatiser et déstigmatiser, puisqu'il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie quand même d'évolution très très lente avec des signes très différents. Et par exemple, ne plus reconnaître les enfants, ça arrive à une période d'évolution extrêmement longue qui peut être 10 ans, 15 ans et pas forcément chez l'ensemble des patients parce que l'expression n'est pas la même chez tout le monde. Tout à fait. Alors pour affirmer le diagnostic, est-ce que l'imagerie médicale, l'IRM par exemple, pour mettre en évidence ces fameuses plaques amyloïdes, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire, je dirais même obligatoire. Les plaques amyloïdes quoi? Plaques amyloïdes. C'est-à-dire des plaques de dégénérescence du cerveau. D'accord, ok. Qu'on va mettre en évidence par les examens tels que l'IRM par exemple. Oui, parce que c'est vrai que le diagnostic est fait avec deux types de lésions, les fameuses dégénérescences neurofibrillaires qui atteignent les neurones et les plaques amyloïdes. Et c'est vrai que mal à la tête. Mais c'est vrai qu'en consultation mémoire, on ne fait pas que le diagnostic de maladies d'Alzheimer, mais des maladies apparentées, voire parfois de maladies qui ne sont pas des troubles neurocognitifs. Donc on a besoin d'être le plus précis possible. Donc ce diagnostic passe par l'interrogatoire, l'examen clinique, la biologie, pour pouvoir éliminer par exemple les causes de carence, et l'imagerie, l'IRM, voire les imageries morphologiques. Avoir un diagnostic sûr, reposant sur des critères cliniques et validé sur le plan international, sans oublier la neuropsychologie. Tout à fait. On va revenir sur des choses beaucoup plus simples. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Notamment les familles, puisque c'est vrai que dans ce parcours, eh bien, les familles sont mises à rude épreuve. On va en parler justement dans la deuxième partie de notre émission. Deuxième partie de votre émission 1, 2, 3 Santé consacrée à la maladie d'Alzheimer. Nous a rejoint sur ce plateau Madame de Chadirac. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Madame. Au public de la Guadeloupe la première. Absolument, ils vous regardent tous. Vous faites partie du conseil d'administration de France Alzheimer Guadeloupe. Oui. Merci d'être venu. Alors, je sais que nous en avons parlé en première partie avec le docteur Rinaldo, d'une partie prise en charge très technique, médicale, mais l'accompagnement au niveau des parents, eh bien, c'est vous qui le faites. Oui, alors ce n'est pas toujours facile et c'est pour cela, je crois, que je continue à œuvrer avec France Alzheimer, parce que c'est quand j'ai rencontré avec une de mes sœurs cette association que nous avons commencé à comprendre tous les petits problèmes que notre mère pouvait avoir et nous avons reçu un soutien psychologique. Donc j'ai adhéré à l'association dès 2008. Et vous êtes encore là jusqu'à ça faisait déjà pratiquement 10 ans qu'un diagnostic avait été posé, que notre mère avait la maladie d'Alzheimer.
mais on n'avait aucune information dessus. On ne savait pas pourquoi elle avait des comportements atypiques, pourquoi elle mettait n'importe quoi, elle ne voulait pas se laver. Enfin, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Et c'est vrai, je continuerai tant que je pourrai à pouvoir aider les autres. Et vous aider les autres. Voilà. Et l'association France Alzheimer fait la formation des aidants familiaux. On les appelle, toutes les personnes qui ont un parent atteint de la maladie sont des aidants familiaux. Donc, on leur fait une formation. Et cette formation, c'est une formation binôme avec un psychologue et un aidant familial formé par France Alzheimer en France pour pouvoir faire la formation, pour aider ces gens-là et leur expliquer la maladie. Il y a toutes les phases, enfin, il y a plusieurs modules. La maladie leur est expliquée et ça permet de pouvoir mieux appréhender le malade. Mais ce n'est pas tout, parce que même quand on sait, ce n'est pas facile, parce que chacun a sa façon de réagir et ça aide, oui, mais il faut pouvoir trouver au fond de soi. Et je pense que moi, de mon côté, avec notre famille, mes frères et sœurs, parce que j'ai oublié de dire que nous sommes 9, je suis l'aînée. Et nous sommes arrivés, j'ai plus de belles-sœurs parce que j'ai plus de frères. Et nos parents ont toujours accepté les conjoints de leurs enfants. Et nos belles-sœurs ont bien vraiment joué leur rôle. Ont accompagné leur époux dans le soutien familial, préparer les repas, venir faire manger, puisqu'on a été obligé de s'organiser au bout d'un moment pour faire le portage de repas, etc. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple. On y reviendra. On y reviendra, mais en tout cas, merci, encore bravo pour tout ce que vous faites. On sent que l'émotion est encore là. Tout à l'heure. Très bien. Oui. Docteur Rinaldo, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'enrayer le déclin cognitif? Ça commence très tôt. Tenter d'enrayer le déclin cognitif, c'est déjà dès le milieu de vie, c'est-à-dire dès 40 ans, adopter des attitudes de vie saines, puisqu'on rappelle que c'est une maladie complexe avec des causes plurifactorielles, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, une activité physique, faire fonctionner son cerveau, et ça on va pouvoir expliciter, donc on parle tout à l'heure, parce qu'on sait que tout ce qui permet de faire fonctionner les neurones, donc de faire ce qu'on appelle de la réserve cognitive, permet de limiter, voire de repousser la survenue de la maladie. C'est tout ce qu'on répète sur 1, 2, 3 santé à longueur d'émission. Absolument. Voilà. En tout cas, il y aura quelque part une prise en charge pluridisciplinaire, donc avec différents spécialistes. Pareil, je vous propose dans 1, 2, 3 santé de revenir là-dessus en reportage et on en discute juste après. C'est tout de suite. Accompagner un proche en perte d'autonomie bouleverse la relation que l'on a avec son proche, mais aussi son propre quotidien. Les contraintes qui s'imposent sont multiples et peuvent avoir des conséquences surprenantes. Quelles sont les contraintes et les risques ? Hérol Nuissier, psychologue, nous explique. Je dirais qu'il y a une obligation légale évidemment de s'occuper de son parent, mais quand la charge est trop importante, il faut passer la main. C'est pour ça d'ailleurs que dans les familles, les aidants notamment se relaient, quand il y a une famille avec plusieurs enfants, se relaient autour du parent qui est malade pour passer la nuit généralement, ou pour la récupérer pendant le week-end. En tout cas, faire en sorte que le parent puisse bénéficier de cette stimulation avec les enfants et faire en sorte qu'un seul ne porte pas la charge, même si on sait que malheureusement, c'est souvent le cas. Dans une famille, même s'il y a 7, 8, 9, 10 enfants, c'est souvent le seul et le même, souvent une femme d'ailleurs, parfois un homme, mais moins, plus souvent les femmes qui ont cette position un peu douloureuse d'être l'enfant qui va porter, supporter, soutenir son parent. Et pour cet enfant-là, c'est doublement douloureux. D'abord, de voir que son parent se dégrade sous ses yeux tous les jours et de voir en sorte que s'il doit, il ou elle, doit seul assumer la charge et que le reste de la fratrie trouve toujours que rien n'est bien fait, mais critique sans cesse, mais ne s'implique pas dans ce qui se passe. Et on a d'ailleurs cette espèce d'opposition entre les enfants qui vivent sur le territoire et ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui vivent sur le territoire assument au quotidien la charge, et c'est douloureux pour eux. Ceux qui sont à l'extérieur viennent pendant 15 jours, voire un mois, ils disent « mais non, mais regarde, tout va bien, je vais m'en occuper ». Oui, mais même si c'est un mois sur 12. Les 11 autres mois, c'est l'un ou les enfants qui sont sur place. Et par conséquent, il faut que nous ayons beaucoup de tolérance, à la fois par rapport aux parents qui se dégradent, mais aussi entre nous pour faire en sorte qu'il y ait un relais chez les aidants, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, forcément des critiques en disant « je fais bien, toi tu fais mal ». Et c'est vrai que c'est important que les aidants puissent justement être soulagés aussi.
d'abord les aider, bien sûr, à aider leurs parents, mais aussi les soulager par rapport à la charge de travail que représente cela. Parce qu'il y aura toujours des solutions institutionnelles. L'institution va proposer ce que les parents, ce que les aidants ne peuvent pas faire. Mais l'institution ne peut pas remplacer les aidants et les parents. D'accord? Donc ça, c'est voilà. Donc, vraiment, donc, pour les catégories, notamment pour les familles, c'est important de les entendre, mais on peut trouver des adaptations. Et c'est pour ça que c'est important de préparer en amont pour éviter de se retrouver au pied du mur et finalement être complètement donc débordé et dépassé. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. Dit maman souple, dit docteur, c'est raconte des bêtises. Mamie pas mal, la souple, pas y'en va faire. Même si ces jours-là, envoyé qu'à confondre Loïc et le vie. Ça a commencé par, très bêtement, ma mère s'est mise à répéter toujours la même chose. C'est-à-dire qu'elle nous racontait une histoire. Une demi-heure après, elle avait oublié qu'elle nous l'avait racontée. Et puis elle nous la racontait. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. C'était il y a 8 ans. Donc on a fait le dépistage à Pita et ils l'ont diagnostiqué Alzheimer. Alors ça a été une maladie, c'est une maladie qui est insidieuse et puis qui est très difficile à vivre au quotidien pour les proches. Parce qu'en fait la personne perd petit à petit ses repères. Alors il y a 1 an de ça, j'ai demandé à mon employeur, parce que j'étais vraiment désespérée, ça me rongeait de voir ma mère et mon père, puisque mon père étant l'accompagnant et l'aidant principal, lui il descendait encore plus vite, parce que lui il a commencé à faire une dépression et je les voyais partir en même temps et dépérir à une vitesse incroyable. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on donne par exemple des congés maternité ou des congés de paternité, mais on ne donne pas de congés pour aider nos parents dans le quotidien. Il n'y a pas d'adaptation dans le monde du travail à aider nos parents dans le quotidien. C'est nous qui devons trouver des solutions, ou alors sinon il y a des EHPAD. Moi, mes parents vivent dans leur environnement. C'est mon père qui a construit sa maison, c'est son environnement, c'est là qu'il veut finir. J'essaye de trouver des solutions pour que l'accompagnement se fasse dans le respect de leur personne, de leur cadre de vie, de ce qu'ils ont construit et de ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas tout le temps que ce soit possible. Ces valeurs qu'on avait avant de l'aidance familiale, qu'est-ce qu'elle devient ? Ça vole en éclats, ça disparaît. Moi, j'ai l'impression que je suis la dernière génération qui peut faire ça. J'ai vraiment cette impression-là. Parce que quand je regarde mes enfants ne sont pas avec moi. Et il me reste quoi comme possibilité ? Si moi, je me projette dans la vieillesse, il me reste quoi ? Il me reste la possibilité de garder une place dans un EHPAD ou dans un endroit qui sera un endroit où il n'y aura que des personnes âgées, où on sera regroupés et où on va finir comme ça. Mais la société telle qu'on la conçoit, accompagner ses enfants et accompagner ses aînés, ça n'existe plus. On est vraiment sur cette génération charnière et après nous, ça n'existera plus. Et ça, c'est dommage. C'est une force qu'on perd, c'est une richesse qu'on perd parce que moi, j'apprends encore aujourd'hui, même si elle n'est plus tout à fait comme avant, j'apprends énormément de ma mère. Et ça, c'est quelque chose, pour rien au monde, je ne dirais que j'ai fait une erreur. C'est quelque chose qui me coûte beaucoup, mais c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc nous le voyons, hein, une prise en charge pluridisciplinaire qui n'est pas toujours évidente, hein, docteur Rinaldo. Maintenant, sans être médecin, nous avons des familles qui nous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder ce déclin cognitif, c'est-à-dire le fait de perdre la mémoire ? Il y a des pistes simples, hein. C'est avoir une vie équilibrée. Donc, comme je l'ai dit, bien manger local, une activité physique, avoir une vie sociale riche, bien dormir, travailler sur tout ce qui est stress et bien sûr continuer les activités de tous les jours. Alors les activités de tous les jours, c'est le chant, le jardinage, les activités qui permettent l'accompagnement, les activités surtout qui doivent être des activités bien-être. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un veut lire, ça fait partie des activités cognitives, il faut que ce soit
soit une lecture qui plaise et pas forcément que ce soit quelque chose qui soit pas habituel. Donc ça doit à chaque fois être une activité plaisir. Et ça fait partie de la prise en charge globale qui est médicamenteuse et non médicamenteuse, celle du patient et aussi celle des aidants et des accompagnants. Mais c'est ce qu'on peut recommander à tout le monde en fait. Exact. Et surtout ne pas hésiter à consulter. Madame Elvire de Chadirac, merci pour tout ce que vous faites pour toutes les familles. Mais à toutes les familles qui nous entendent, qu'est-ce que vous vouliez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Je vais synthétiser. Oui, Ce qu'on peut leur apporter, c'est leur donner déjà des informations quant aux différentes aides auxquelles elles peuvent prétendre pour pouvoir assumer cela. Il y a les aides, aides financières, mais aussi les aides, comme j'ai dit tout à l'heure, avec psychologiques, et même nous, en tant que, parce que nous avons été formés, on a reçu la même formation que la psychologue. Nous ne sommes pas psychologues, mais tous ceux qui ont été formés, nous pouvons, et puis nous avons un vécu. Donc on peut aider et comprendre l'autre, on peut les accompagner. Depuis le mois de mai, début mai 2018, la Croix-Rouge française a ouvert un espace au local de notre association pour accompagner, pour prendre en charge les malades, mais les malades légèrement atteints, pour permettre aux aidants familiaux de souffler ne serait-ce que 2 après-midi par semaine, le mercredi et le vendredi après-midi. Et ces gens-là sont pris en charge par du personnel, des bénévoles de l'association La Croix-Rouge, qui ont été formés par une psychologue de l'association France Alzheimer. Et ceci se déroule dans les locaux de France Alzheimer. Un appui aux aidants. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je pense que nos téléspectateurs seront ravis aujourd'hui. Juste avant de finir, est-ce que vous savez comment on dit, avant de retrouver Brigitte Zabarel pour la synthèse en créole, qui Jean Yoka dit Alzheimer en créole? Même bien là, c'est Alzheimer. Ils ont dit que c'est un monde qui tombait. Un enfant, il est tombé en enfance. Un bébé tout. Voilà. Il y a la bébé tout. Il y a la bébé tout. Voilà, très bien. Merci à vous pour votre attention. Eh bien, nous retrouvons justement tout de suite Brigitte Zabarel pour la synthèse en créole. À très vite. Messieurs, dames, bonjour. Jodla nous a parlé de la maladie d'Alzheimer. Docteur Rinaldo Leila, qui est occupé à l'hôpital des gens qui j'attignent l'âge, informez-nous. Je sais que Alzheimer, c'est une maladie à la mémoire. À partir d'un certain âge, on a oublié. On a oublié des moments à vie, non appétit, ça a sorti fait, on a perdu la casa, soit on a oublié. C'est une maladie qui a développé pendant longtemps. Au commencement, on a des petits signes, des petits oublis, et puis petit à petit, ça a venu de plus en plus important. Pour reconnaître la maladie-là, il faut faire ça, il a créé en conciliation de la mémoire. Après ça, il a fait un IRM pour chercher les destructions qui tiennent dans le cerveau-là. Dans les explications, nous bien comprendre qu'elle est ou découvert la maladie-là, il ne faut pas attendre un remède miracle. C'est chaque jour, bon Dieu fait jour, entretien de mémoire, entretien fonctionnement à cerveau. Alors, ou qu'à travailler mémoire là avec des jeux de société, ou qu'à lire, il faut lire beaucoup. Organiser pour cerveau là travail. Faut aussi tenir une bonne hygiène de vie. Faut faire une activité physique régulièrement et tenir une bonne alimentation. Faut aussi rencontrer moun pour bocanter régulièrement, en tout cas plus souvent. Ça a aidé au entretien de cerveau là. Et moins maladie là ça qui vient trouver, c'est là où qui entretient mémoire. Ou qu'entretiennent li avec l'autophonie, ou quand entretien parce qu'on a sorti tout ça au trouvé pour entretenir il faut faire. C'est une association qui a aidé l'association lutte contre l'Alzheimer qui peut aider vous, qui peut aider les aidants, la famille à mieux comprendre la maladie là pour bien entourer. Pour nous finir, nous disons merci de t'écouter Azot et continuer à prendre précaution à santé Azot.